Suite, les infos à retenir avec vous. Bérénice, au programme, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui ? Eh bien, on va parler des pluies diluviennes. Quels sont les gestes à effectuer en cas d'inondation chez soi ? Une bonne nouvelle pour votre logement. Et puis, enfin, inquiétante montée du trafic de drogue dans les HLM. Oui, gros sujet, on en parle en ce moment beaucoup. C'est assez terrifiant, surtout pour les habitants. On commence avec les gestes à adopter. Et là, pour le coup, il y a un vrai sujet par les inondations, parce qu'il y a eu de grosses précipitations, dimanche dernier notamment. Tout à fait, dans le sud-est de la France notamment. Alors, une fois que les eaux se retirent, il y a une question cruciale qui est comment reprendre possession de son habitat, de son logement en toute sécurité. Alors, le premier impératif, avant toute chose, c'est ne rentrez pas chez vous sans avoir obtenu déjà le feu vert de votre mairie. Il faut savoir que l'humidité, ça fragilise considérablement les structures et les sols, et ça peut céder en fait. Les sols peuvent céder, donc c'est vital. Une fois que vous êtes autorisé à revenir chez vous, coupez les réseaux. L'électricité, le gaz, le chauffage doivent rester hors service tant qu'un professionnel, donc un électricien, un chauffagiste, n'a pas vérifié les installations. Ne touchez surtout pas aux appareils qui ont pris l'eau et bannissez l'utilisation prolongée d'un chauffage mobile. Quant aux caves et au sous-sol, évidemment, n'y allez pas tant que les services compétents ne les ont pas inspectés, parce que l'appareil, ça peut s'effondrer. Pour le grand nettoyage, alors équipez-vous impérativement de gants, de masques FFP2 et de bottes étanches. Effectuez d'abord une évacuation de l'eau et de la boue avec une raclette, puis il faut absolument procéder au lavage complet, mur, sol, mobilier avec une brosse et du produit. Il faut absolument désinfecter après avec de l'eau de javel, un verre pour 10 litres d'eau, jamais mélangé à autre chose. Et puis, vous laissez poser une demi-heure et ensuite vous rincez. Ensuite, il faut absolument ventiler au maximum et chauffer tout doucement, progressivement le logement pendant plusieurs jours pour assécher complètement les murs. Si ça ne sèche pas, il faut contacter votre assurance immédiatement. Côté santé, jetez tous les aliments qui ont été submergés ou qui se trouvaient dans un frigo qui ne marche plus. Ensuite, appelez votre municipalité pour savoir si l'eau est bien consommable, l'eau du robinet. Et je précise que votre fosse septique doit totalement être asséchée avant remise en route. Et puis, dernière mise en garde, les nettoyeurs thermiques fonctionnent uniquement dehors, jamais en intérieur, même pas au garage, ça parce qu'il y a des accidents chaque année. Ils produisent du monoxyde de carbone, ce gaz est mortel, invisible et sans odeur. Ah oui, carrément. Et puis il y a des animaux morts. Oui, ça arrive. C'est assez fréquent. Là, il y en a eu dans le sud-est. En fait, faut les mettre dans des sachets. Il faut les mettre très vite hors de la maison. Ouais, surtout pas. Il faut appeler des professionnels. On les consomme pas, surtout. Non, je vous déconseille. Après, si vous avez envie, je vous laisse faire, Sylvain. On va passer maintenant à une nouvelle un peu plus réjouissante quand même. Oui. On va être positif. Parce qu'on est positif dans le Parlement Imo. Et sur Sud Radio, on est toujours positif avec les futurs acquéreurs. Oui, bonne nouvelle pour ceux qui rêvent d'acheter un logement. Votre capacité d'acquisition progresse. Alors, il faut savoir qu'en ce mois de septembre, d'après Meilleur Taux, les courtiers, avec 1 000 € de mensualité sur 20 ans, vous pouvez désormais financer 60 mètres carrés en moyenne dans les grandes agglomérations françaises. Il faut savoir que c'est 3 mètres carrés de plus qu'il y a un an. Et depuis 2 ans, c'est 9 mètres carrés supplémentaires. Donc ça équivaut à une chambre entière. Mine de rien, c'est la chambre du petit. Tout à fait. Vous pouvez continuer à vous reproduire. Alors pourquoi ça va mieux ? Parce que les banques ont assoupli leurs conditions. On en parle régulièrement dans notre émission. Les taux moyens sur 20 ans sont autour de 3,22 en fonction des profils. Et puis les prix au mètre carré se sont stabilisés dans la plupart des villes, notamment parce que les ventes ont ralenti. Donc tout ça, ça redonne de l'air au projet. Alors pour 2026, vous allez me demander, Sylvain, qu'est-ce qu'on peut espérer ? C'est là que ça se complique. L'OAT. Alors l'OAT, c'est l'obligation d'État à 10 ans. En gros, ça sert de référence aux banques. Eh bien, cette OAT est remontée. Donc, couplée à l'instabilité politique qu'on connaît tous en ce moment, ça limite drastiquement les marges de manœuvre des établissements bancaires pour baisser encore leurs taux. Ça veut dire que les taux ne risquent plus de baisser. Néanmoins, les banques restent très demandeuses, parce que quand elles proposent un crédit immobilier, ça veut dire nouveaux clients pour elles. Donc, elles multiplient les offres attractives pour séduire justement ces clients. Alors, on va terminer avec une menace aussi grandissante, c'est sur les HLM. Oui. C'est les problèmes de drogue. Tout à fait. C'est un constat alarmant. Et on en a parlé parce que nous étions au congrès HLM. C'est ça. Ça avait lieu cette semaine à Paris, le congrès HLM. C'est chaque année dans toute la France. Le narcotrafic s'est généralisé dans l'ensemble des résidences sociales françaises, sans exception géographique. Plus aucun bailleur ne peut affirmer qu'il échappe au phénomène. Donc les conséquences sont multiples, je vous laisse imaginer. D'abord pour les habitants, dont la qualité de vie est simplement dégradée. Parfois, on ne peut même pas circuler librement. Ensuite, pour les organismes HLM, eux, ils doivent supporter des coûts de réparation considérables. Parfois, il y a des ascenseurs bloqués parce que de la drogue y est stockée. Et puis, évidemment, il faut savoir que les bailleurs, ils collaborent avec les forces de l'ordre
l'ordre et la justice. Des structures personnalisées comme le GPIS à Paris interviennent le soir et le week-end pour libérer les espaces squattés. Il y a de la vidéosurveillance qui se développe, mais tout ça, ce ne sont pas des solutions miracles. Dernier recours, l'expulsion. La loi de juin dernier autorise le préfet à l'ordonner quand un locataire est impliqué dans un trafic. Mais vous vous doutez bien que l'efficacité reste limitée. Des personnes expulsées reviennent souvent sur la zone. C'est ce qu'on a constaté en tout cas. Et d'ailleurs, les bailleurs sociaux ont rappelé que la tranquillité résidentielle dépend avant tout de la sécurité publique. Et c'est à l'État, c'est sûr, d'assumer pleinement cette responsabilité. Tout à fait. On est d'accord là-dessus. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qu'ils ont dit au Congrès. Ils ont appelé à ce que l'État intervienne. En fait, ils ont dit que c'était le rôle de l'État, en tout cas, Absolument. de gérer ça. De garantir non seulement la sécurité, mais on a même eu des situations où la police ne peut même quasiment pas entrer dans la cité. Des zones de non-droit, oui. Et donc, c'est des zones de non-droit, c'est ce qu'on pourrait appeler les territoires perdus de la République. Et il serait temps qu'on puisse les reconquérir. Merci Bérénice, et tout de suite, bien sûr, on va attaquer le chantier du siècle.